En manchette ce soir, des éducatrices de la région sortent dans les rues. Grande manifestation aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Plus de 250 employés du secteur des garderies CPE sont en grève. Une société minière déménage son siège social de Toronto vers Amos. Et une grande majorité des enseignants veulent diminuer le nombre de bulletins scolaires. Bon début de soirée, voici le TVA 18h. 13 000 employés des centres de la petite enfance étaient en grève aujourd'hui partout à travers le Québec. Ici, dans la région, 7 CPE ont participé à une grande manifestation au centre-ville de Rouyn-Noranda. Alexandre Cabana était sur place. Après 2 ans de négociations sans succès, voilà qu'ils étaient plus de 250 en grève aujourd'hui dans la région. Des éducatrices et des travailleurs des garderies CPE affiliés à la CSN à bout de souffle qui demandent du support au gouvernement. C'est pour accélérer la négociation. Présentement, il y a très peu de choses sur la table. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réduire l'écart entre le secteur public, donc le scolaire, entre autres, et les CPE, pour faire en sorte de réduire la pénurie de main-d'œuvre qu'on a dans nos CPE. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a eu des négociations. Ça fait déjà près de 2 ans que la Convention est échue. Et les clauses normatives ont été pratiquement toutes réglées. Mais jusqu'à hier, on n'avait pas de dépôt sur le monétaire. Et le dépôt qui a été fait par le gouvernement sur le monétaire, il est nettement insuffisant. On n'offre même pas les augmentations du secteur public. 3 ans d'études pour être payé combien? Autour de 21,50 $ l'heure en commençant. Et ça, c'est pour une éducatrice qui est formée. Donc, pour les aides éducatrices, c'est autour de 18 $ là. On doit rattraper cette différence, cet écart de salaire-là pour pouvoir être attractif et que les travailleuses viennent travailler en CPE. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'on ne doive faire qu'une seule journée. En tout cas, ça serait vraiment merveilleux si ça arrivait, mais ça me surprendrait. Mais je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Moi, je l'ai amené. La dernière grève aussi était bébé, on l'a amené aussi. C'est important pour moi de faire la représentation aussi, que moi aussi, j'ai pas de service de garde. C'est un métier qui est vraiment intéressant, puis je pense qu'il n'est pas assez reconnu à sa juste valeur, sérieusement. Là. Que, ça rentrait, ça partait, ça rentrait, ça partait. Maintenant, on est rendu un petit peu plus stable, mais ça reste que niveau salaire, je pense que les gens, c'est pas très intéressant. Moins en moins de monde qui s'inscrivent à la technique. On travaille des journées de congé parce qu'il manque de personnel. Le monde tombe en congé maladie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais le gouvernement va falloir qu'il rouvre les yeux et qu'il nous entende. Ouais. Voici donc qui met fin à une première journée de grève sur une possibilité de 5. Chose certaine, les enfants retourneront à la garderie dès vendredi matin. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement du Québec pour la suite des choses. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les conditions de travail des éducatrices en petite enfance sont adéquates? » Vous avez répondu oui à 58 %. Dans le domaine minier maintenant, la société Kinterra Capital annonce que le siège social de Dumont-Nickel sera désormais basé à Amos, une nouvelle qui pourrait potentiellement aider à l'économie locale. Un reportage d'Alexis Dumont. L'implantation du siège social à Amos d'une société minière qui est aussi propriétaire du projet Dumont-Nickel est considérée comme une excellente nouvelle pour l'économie régionale. Avoir un siège social ici en région, premièrement au Québec, mais en plus en région, était essentiel pour nous là, dans nos valeurs de Dumont-Nickel. Pour les propriétaires du projet, Kinterra Capital, ça fait partie des valeurs qu'ils projettent. Donc, d'avoir le projet, le siège social ici en Abitibi, près, à proximité, en fin de compte, des communautés, c'est essentiel. C'est 570 emplois, 2,5 milliards d'investissements. Alors, les retombées pour l'économie régionale vont être énormes. Un processus qui créera également plusieurs emplois et dont se réjouit la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana. Très heureux. C'est une belle démonstration que Dumont-Nickel et le groupe Kinterra font à l'égard de la main-d'œuvre, des fournisseurs du milieu d'affaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, évidemment,
on ne peut qu'être heureux de cette nouvelle qui est officialisée maintenant aujourd'hui. L'entreprise québécoise travaille sur l'extraction du nickel et du cobalt afin de produire des batteries électriques. Nous, on a ajouté avec le groupe Kinterra une deuxième transformation qu'on veut faire ici en Abitibi sur le site de Launay, où le projet Dumont va être établi, pour faire un concentré qu'on appelle un hydroxyde de nickel et cobalt qui est voué et destiné à l'industrie des véhicules électriques pour faire la batterie. Avec son projet, Dumont Nickel pourra fournir du nickel pour des batteries de véhicules électriques jusqu'en 2058 à la hauteur de 840 000 véhicules par année. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Réduire le nombre de bulletins scolaires pour alléger la tâche des enseignantes et enseignants. Les membres du syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue se sont prononcés fortement en faveur du changement. André Audet a plus de détails. 2 bulletins par année plutôt que 3. C'est ce que souhaite la vaste majorité des enseignants de la région ayant répondu à la consultation de la Fédération des syndicats de l'enseignement menée l'automne dernier. Au lieu de devoir, dès la mi-novembre, produire un bulletin. Pour produire un bulletin, il faut avoir suffisamment de traces. Et là, ça veut dire qu'on commence dès l'année avec des évaluations pour en accumuler suffisamment jusqu'à la fin du mois d'octobre, début novembre. Et là, au lieu de travailler à consolider les apprentissages de l'année précédente, créer des liens avec les élèves, commencer les nouveaux apprentissages, mais déjà, on se met en mode évaluation. Alors là, on perd toute l'idée de l'enseignement et on fait plus de l'évaluation que de l'enseignement des apprentissages. Le syndicat régional de l'enseignement assure que le retrait d'un bulletin n'aurait pas d'impact sur le cheminement des élèves. Je peux comprendre l'inquiétude du parent qui se dit « mais là, est-ce que je vais savoir seulement, rendu au mois de janvier, que mon enfant, ça va pas bien dans ses apprentissages? » La réponse, bien sûr, c'est non. On garderait une première communication qui est envoyée à tous les parents, qui touche pratiquement toutes les matières. Dans l'idéal, on la repousserait à la mi-novembre. Et ça, cette première communication-là, elle vient identifier quelles sont les forces et les défis des élèves. Il faut savoir que les enseignants n'attendent pas l'apparition d'un bulletin pour corriger le tir, pour donner des mesures d'adaptation aux élèves. On ne se fie pas uniquement au bulletin. À savoir si Québec finira par prendre la direction souhaitée des syndicats, la vice-présidente du SOJAT, Marie-Mélie Dessureau, se dit confiante. L'évaluation à 2 bulletins par année, ça a déjà été fait pendant la pandémie. Et ça a été une mesure, une directive ministérielle qui a été envoyée et on a appliqué ça. Merci, bonsoir, c'était fait. Puis les enseignants se sont rendus compte que, ben mon Dieu, ça va bien. On s'assoit avec les gens au ministère puis on dit, écoutez, alors là, vous savez que vous allez faire un changement qui va faire le bonheur de pratiquement presque tous les enseignants. Est-ce que ça va vraiment devenir une confrontation avec le ministère? Je pense pas. Par écrit, le cabinet du ministre de l'Éducation confirme ne pas envisager de changement quant au nombre de bulletins, mais il se dit au fait des arguments avancés par les syndicats, notamment dans les visites d'école, mais que tous les bulletins scolaires sont importants afin de permettre aux parents un suivi du parcours scolaire de leur enfant. André Audet, TVA Nouvelles, Rouyn-Noranda. Du côté judiciaire, aujourd'hui, on continuait de suivre le procès de la policière de Val-d'Or, Mélina Côté, pour agression sexuelle. Une nouvelle témoin a été appelée à la barre puisqu'elle était présente lors de la soirée précédant la nuit où l'agression aurait eu lieu. Elle a raconté quelques éléments jugés contradictoires par la défense avec le témoignage de la plaignante. 2 autres personnes ont aussi témoigné plus tard dans la journée et le procès se termine en théorie demain. Ensuite, 5 résidences d'Amos ont été visées hier par des opérations de perquisition de stupéfiants par la Sûreté du Québec, ce qui a permis au groupe tactique d'intervention de la SQ d'arrêter 3 personnes, 2 hommes et 1 femme âgés de 27 et 28 ans, tous du secteur d'Amos. Nayane Brière-Gauthier et Jessie Landry ont comparu par voie téléphonique hier. Ils ont été gardés détenus pour la suite des procédures. Et la femme, elle, a été libérée et pourrait à son tour comparaître pour des accusations reliées aux stupéfiants. On se tourne maintenant du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Une trentaine de nouvelles places d'hébergement seront disponibles pour les étudiants dès le mois d'août prochain. Le cégep a fait l'acquisition d'un immeuble à Rouyn-Noranda sur la rue QDI qui a été rénové. Et aussi, la ministre de l'Enseignement supérieur a confirmé en août dernier une aide financière de plus de 2 300 000 $ pour démarrer les travaux de construction d'une nouvelle résidence étudiante au campus de Rouyn-Noranda, un établissement qui pourra accueillir plus de 50 étudiants. Et on poursuit avec la ville de Témiscamingue qui a un nouveau maire, c'est Alain Gauthier.
Il succède donc à Pierre Gingras, qui avait quitté ses fonctions au mois de décembre dernier, prétextant le stress et les impacts sur sa santé, en rappelant que la municipalité traverse depuis plusieurs mois une importante crise à la suite de la fermeture partielle de l'usine de Rayam. Témiscamingue compte plus de 2300 habitants. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La 25e édition de l'hiver en fête de Val-d'Or aura lieu bientôt. Tous les détails après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 18 janvier, un regroupement d'organismes SADC, MRC, Parade de Noël, Maison des Jeunes, Ville de la Sarre et le Club de golf a organisé l'activité du mini-carnaval sur la colline, soulignant la venue des nouveaux arrivants, l'activité de financement de la Maison des Jeunes et l'inauguration d'un remonte-glissade au Club de golf. Le dynamisme du milieu est un facteur attractif à la main-d'œuvre et contribue au bien-être du milieu. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Les organismes culturels des régions lèvent un drapeau rouge. Ils sont entre autres préoccupés par le financement accordé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, les 15 conseils régionaux de la culture du Québec joignent leur voix au Front commun pour les arts. Ils réclament la bonification du budget du calque à 200 millions de dollars et veulent un meilleur soutien aux arts et à la création. Justine, l'hiver en fête est de retour à Val-d'Or pour une 25e édition quand même. Oui, Kémélia, le comité organisateur a dévoilé aujourd'hui la programmation de ce classique hivernal val-d'orien qui aura lieu les 7, 8 et 9 février 2025. Cette édition anniversaire promet d'être mémorable parce que pour une première fois, les festivités vont se tenir en plein centre-ville de Val-d'Or. Du côté des spectacles, on va retrouver au Chac le groupe Zébulon en soirée d'ouverture et le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue présentera aussi une soirée sous le chapiteau le samedi soir avec l'humoriste Mathieu Cyr. C'est vraiment une édition pleine de classiques qui nous attend, mais aussi avec plusieurs nouveautés. On a nos classiques qui reviennent. Beaucoup de personnes se posent la question, il va-t-il y avoir une glissade? Oui, il va y avoir une glissade dans le centre-ville de Val-d'Or qui va être sur l'espace vague en face du prospecteur. Donc, il y a une glissade qui va être aménagée. Nos carrioles à chevaux, traîneaux à chiens, le défi du mineur, nos activités classiques reviennent tous. Le chapiteau chauffé va être présent aussi. Donc, tous nos classiques sont là. Quelques petits changements, quelques petites améliorations, mais beaucoup d'activités pour la fin de semaine. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, on change notre feu d'artifice qui lance nos activités historiquement le vendredi soir. Donc, en étant au centre-ville, on ne peut pas faire de feu d'artifice. Alors, on va faire un spectacle laser en remplacement. Ça risque d'être assez impressionnant. Donc, vendredi soir, on a un spectacle laser en même temps que Zébulon qui va être dans notre Chac. Donc, ça risque d'être assez animé. Et Justine, tu es avec Chantal Lacroix qui présente sa conférence « Maintenant ou jamais » ce soir à la salle Desjardins de la Sarre. Oui, c'est le Centre de prévention du suicide de l'Abitibi-Ouest qui vous invite à cette conférence complètement gratuite avec Chantal Lacroix. Chantal, qu'est-ce qu'on retrouve là, dans votre conférence « Maintenant ou jamais » ? En fait, je dirais que je mets la table avec mon parcours très rapidement, mais je partage surtout des outils qui viennent contribuer au bien-être des gens et alimenter le bonheur. Tu sais, moi, il y a 5 ans, j'étais un peu à la croisée des chemins. C'est pas que j'étais malheureuse, mais j'étais visiblement pas heureuse dans toutes les sphères de ma vie. Et j'ai entamé une quête de bien-être à ce moment-là où j'ai rencontré une quarantaine de professionnels dans tous les domaines. Autant santé physique, mentale, alimentation, comment fonctionne le cerveau, comment sortir de sa zone de confort, comment alimenter le courage. Et c'est un peu tout ça que je partage ce soir. Fait que j'aime dire que je divertis. J'ose croire que je fais rire un peu, mais je touche le cœur parce que je pense que quand on touche le cœur, c'est plus facile après ça. Ça monte à la tête, ça nous permet de nous mettre en action. On retient davantage l'explication.
Je pense que c'est vraiment une soirée qui va faire du bien. Et Je c'est... l'espère. Ben oui, c'est aussi une soirée qui débute la semaine, qui en fait, c'est le coup d'envoi de la Semaine nationale de la prévention du suicide qui va se tenir du 2 au 8 février 2025. Comment vous pensez que votre conférence peut aider les gens dans le besoin en ce moment? En fait, c'est de donner des outils. C'est de donner des outils à partir du moment, des fois, quand on est dans un contexte où est-ce qu'on ne voit pas nécessairement la lumière au bout du tunnel, on a besoin de s'accrocher à quelque chose, on a besoin de s'accrocher à une routine matinale à la limite qui peut nous aider. Et c'est un peu ça, je vous dirais, la conférence. Donc, j'espère vraiment nourrir les gens ce soir en partageant des expériences, en montrant comment que c'est efficace et en invitant les gens à se mettre en action pour l'année 2025. Et pourquoi c'est important pour vous de venir dans les régions éloignées, comme l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, d'abord, premièrement, c'est tellement le fun. Les gens sont tellement chaleureux. Première étape, c'est ça, la vie, c'est des rencontres humaines. Puis le Québec est magnifique. Fait que le plus souvent que je peux aller dans les régions éloignées, bien, je le fais parce que j'aime rencontrer les gens. Et pour les gens qui sont à la maison, qui peuvent peut-être pas venir à la conférence de ce soir, est-ce qu'il y a une phrase que vous pourriez leur dire pour résumer qu'est-ce qu'ils doivent retenir de maintenant ou jamais? Mais je pense qu'à partir du moment où est-ce que des fois on veut être là pour les autres, c'est une chose, mais il faut commencer d'abord par nourrir son propre bonheur. Et il n'y a rien d'égoïste à se choisir. Ça part d'abord de soi. Et à partir de là, quand on est bien après ça, bien, c'est encore plus facile de donner au suivant. Qu'on peut retenir, c'est en 2025. On prend soin de nous? Tout à fait, plus que jamais. Merci beaucoup, Merci. Chantal. On Merci peut vous à vous. retrouver ce soir à la salle des Jardins de la Sarre. La conférence est complètement gratuite, alors on peut pas manquer ça. Là. Non, il reste quelques places, venez-vous-en. C'est soir de match au centre Anico Eagle de Val-d'Or. Est-ce que les Foreurs réussiront à récolter une 4e victoire de suite? On en reparle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. De match dans la LHJMQ, les Foreurs de Val-d'Or ont d'ailleurs un important défi à relever contre les puissants voltigeurs de Drummondville qui trônent au premier rang de l'Association de l'Ouest et sont au 2e échelon du classement général. Bon, par contre, le Vert-et-Or pourra miser sur son élan des dernières semaines et espérer affiler une 4e victoire de suite. Le match est donc présenté ce soir, 19h, au centre Anico Eagle. Les destins sportifs, de Ty Higgins et Rémi Gélina des Huskies sont maintenant plus clairs. Les deux joueurs pourront continuer d'exercer leur passion du hockey dans la NCAA aux États-Unis. Ty Higgins évoluera avec l'équipe de l'Université d'État de Bowling Green dès la prochaine saison. Lui qui occupe actuellement le poste d'assistant capitaine avec la Meurthe a une saison bien intéressante et cumule 44 points en 41 matchs. Rémi Gélina ira pour sa part grossir les rangs de l'Université de Clarkson dans 2 ans pour la saison 2026-2027. Il cumule cette saison 20 points en seulement 12 rencontres. Et parlant de joueurs de calibre universitaire, d'anciens Huskies reviennent au pays avec une médaille d'or au cou. William Rouleau, Samuel Richard et Mathieu Gagnon font partie de la dizaine de joueurs de la LHJMQ à revenir des Jeux mondiaux universitaires d'hiver 2025 de la Fédération internationale du sport universitaire. Mercredi, l'équipe est venue à bout des Slovaques en grande finale par la marque de 3-1. C'est d'ailleurs une 2e médaille d'or de suite que remporte le Canada à cette compétition qui se déroulait à Turin cette année en Italie. Justine, c'est le retour des conditions de sentiers de motoneige. Ça ressemble à quoi dans la région? Kémélia, aujourd'hui, les sentiers, les tours de ville de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et La Sarre sont ouverts. Par contre, au nord de Malartic, tous les sentiers sont fermés, de même que pour les sentiers partant de Rouyn-Noranda vers l'Ontario. Les conditions des sentiers de Sainte-Terre sont acceptables, mais c'est à vos risques et périls. Moi, j'attendrais peut-être qu'il y ait un petit peu plus de neige avant de s'aventurer là. Et pour Ville-Marie, prévoyez vos déplacements. Quelques sentiers demeurent aussi fermés. Pour tous les détails et pour préparer vos déplacements, eh bien, je vous invite à consulter la carte interactive. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on commence à être habitué au bon froid de janvier. On en a encore un petit peu au menu là, dans les prochains jours. Ben oui, Kémélia, le froid nous aime tellement en Abitibi-Témiscamingue qui veut rester avec nous. Et bien dans les prochains jours, c'est sûr, ça va encore être frisquet, mais ça va être moins pire qu'en début de semaine. Là, ça va de plus en plus se réchauffer. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi et au Témiscamingue, on aura un minimum de moins 28 avec un refroidissement éolien de moins 32 au cours de la nuit et on a des risques d'engelure. Alors on fait attention, on se couvre bien le visage si on sort à l'extérieur. Demain en Abitibi, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de moins 15 et un refroidissement éolien de moins 33 le matin et de moins 21 en après-midi, avec encore une fois un petit risque d'engelure. On fait attention. Et un aperçu pour samedi partout en région. On va avoir de la neige intermittente, mais ça va se réchauffer avec un maximum de moins 6. On fait attention aux engelures quand on va jouer dehors et là, on profite des prochains jours parce que ça va être de plus en plus chaud. Ça va vraiment être des belles conditions hivernales qui s'en viennent. Christine, ça a été un plaisir encore une fois de vous accompagner. On se retrouve demain pour le TVA Midi. Bonne soirée.